28 siècles d'Europe par Denis de Rougemont. Entretien avec l'auteur. L'ouvrage porte en sous-titre La conscience européenne à travers les textes, d'Hésiode à nos jours. Denis de Rougemont a bien voulu venir ce soir dans nos studios pour parler de son livre à notre collaborateur Jean Castet. Monsieur, devant ce florilège, cette magnifique anthologie, on pense à ce que disait, je crois, Voltaire de la grande encyclopédie, un chaos d'idées claires. Les idées claires abondent et puis les actions sont frivoles. On pense aussi à Valéry, ce Français qui met tant d'ordre dans son esprit et si peu dans ses actes. C'est ainsi qu'après l'épanouissement des nationalités au XIXe siècle, nous débouchons sur l'immense faillite des deux guerres mondiales. Pourtant, les idées clés n'en avaient pas manqué. Vous nous montrez dès 1306 un Français, Pierre Dubois, avec son projet de république chrétienne, sorte de confédération, dites-vous, sous la direction d'un concile, où les nations garderaient toute leur indépendance, quoad temporalia. Philippe le Bel. 1306. Et puis, sautons 5 siècles, 1826, Jouffroy. Jouffroy qui écrit, sous Charles X, il ne s'agit plus aujourd'hui en politique de la balance de l'Europe, mais de l'avenir de l'humanité. Les guerres civiles de l'Europe sont finies. La rivalité des peuples qui la composent va s'éloignant comme s'éteignit sous la domination d'Alexandre la rivalité des cités grecques. C'est de l'unité de l'Europe que l'homme doit à présent s'occuper. Or, l'homme s'en occupe depuis quelques années seulement. Vous soulignez fortement, à la fin de votre livre, l'importance des premières réalisations constructives sur le plan économique, le marché commun, la CECA, et puis vous constatez qu'en ce qui concerne l'unification politique, les hommes d'État se montrent extrêmement circonspects, extrêmement prudents. Votre livre s'achève sur les propos tenus par le général de Gaulle en mai 60, coopération organisée des États en attendant d'en venir peut-être à une imposante confédération. Cette attente, ce peut-être, si je vous comprends bien, vous déçoive. Vous êtes trop pressés, répètent les hommes d'État. Pour le malheur de l'Europe et du monde, ils le répètent depuis 6 siècles et demi, depuis 1306. Et ce sont là les dernières lignes du dernier chapitre de votre livre. Ce jeu peut continuer aussi longtemps que les ennemis de l'Europe lui en laisseront le loisir, pas davantage. C'est exact. Je pense que nous n'avons plus beaucoup de temps pour arriver à une union politique de type fédéral pour l'Europe. Et pourquoi n'avons-nous pas beaucoup de temps, après ces 6 siècles et demi de plans qui ont été jugés prématurés? C'est parce que nous avons, je dirais, infecté le monde entier de principes comme le nationalisme, que nous avons qui sont exportés. en train de se retourner contre nous. Et de se retourner contre nous avec une puissance chaque jour croissante. Quand vous voyez ce qui se passe aux Nations Unies, où chaque mois, de nouveaux États, c'est-à-dire de nouveaux nationalismes, entrent dans la danse et sont en train de s'unir sur un seul point, leur opposition, leur hostilité à l'Occident. Tout au moins si l'on prend leur vote aux Nations Unies. Et si l'on prend la tendance générale qui s'est manifestée lors de la conférence de Bandung, il y a quelques années. Ce que j'appelle les ennemis de l'Europe, ce sont beaucoup moins tel ou tel peuple que ce déchaînement de nationalisme se retournant contre nous. Pour moi, c'est le plus grand motif d'union, le plus urgent que nous ayons aujourd'hui. Il faut que l'Europe s'unisse, non seulement pour être assez forte pour résister à ce déferlement de nationalisme du tiers-monde, mais aussi, d'une manière plus positive, pour montrer à ces peuples
un moyen de dépasser le nationalisme qu'ils ont appris de nous. C'est à nous seuls qu'il incombe de trouver les anticorps, si vous voulez, de ces virus que nous avons répandus dans le monde. Si l'Europe arrive à présenter au monde nouveau de cette fin du XXe siècle un grand exemple de fédéralisme réussi, et il est très probable que ce fédéralisme aura la même force contagieuse qu'a eu le nationalisme de notre XIXe siècle. Et vous considérez comme historien des idées, que cette ère des nations, dont vous dites qu'elle succède à celle du cosmopolitisme des élites, cette ère des nations, inspirée par la Révolution française, imposée par les armées de Napoléon, et puis vous nous montrez ces poètes romantiques, ces doctrinaires 48 arts, Byron va délivrer la Grèce, Lamennais veut délivrer la Pologne. Tout cela est extrêmement généreux, ces romantiques sont certainement de bonne foi, mais vous dites, tragique malentendu, confusion des idées. Ils pensent tous, dites-vous, que nation égale liberté. Alors aujourd'hui, nous voyons dans une bonne part de l'intelligence française présenter la même équation fausse, nation égale liberté. C'est au nom de cette équation fausse qu'on réclame des indépendances bâclées. Et puis les jeunes nationalismes, avec tous leurs excès, toutes leurs outrances, inspirent grand respect à l'esprit européen de notre époque. N'est-il pas merveilleux que ces élites européennes, du moins une bonne part d'entre elles, et spécialement les élites françaises, au moment où elles découvrent la vanité des nationalismes chez elles, les saluent très bas chez les autres peuples. Elles reconnaissent en somme dans les autres peuples une sorte de dialectique qui a été la leur depuis la Révolution française et pendant toute la période de 48, disons la période 48arde. Cette même confusion, que j'ai appelée en effet un tragique malentendu, entre la liberté nationale, l'établissement de l'indépendance et de la souveraineté de l'État dans une nation, et la liberté tout court. Alors qu'il ne s'agissait pas de liberté, il s'agissait de nationalisme, comme la suite l'a montré. D'où vient ce malentendu? Je ne pense pas que ce soit une question de mauvaise foi chez des hommes comme Mazzini, qui, vraiment très sincèrement et spontanément, assimilaient la libération de l'Italie et le fédéralisme européen, la création d'une nation italienne et la création des États-Unis d'Europe. C'est une équation absolue pour eux. Ça l'était aussi pour beaucoup de Français romantiques de la même époque, pour les Polonais et les Hongrois qui étaient déjà aux prises avec les Russes. Les Grecs. Les Grecs Byron. Et tous ces gens-là qui ont toujours pensé que s'ils libéraient leur nation et s'ils la fédéraient, c'est-à-dire s'ils en faisaient un corps uni, cela équivalait plus ou moins à la libération du genre humain. Leur nation étant pour eux le symbole, le microcosme du genre humain. Alors je pense que cette illusion vient déjà de la Révolution française. Pendant la Révolution française, vous voyez naître du même mouvement, qui est malheureusement le plus souvent un mouvement d'éloquence, et non pas un mouvement de dialectique historique dans les faits, vous voyez naître du même mouvement l'idée de nation et l'idée de liberté, et d'une liberté imposée à tous les autres par la nation, ce qui donne évidemment le nationalisme. Vous avez ça dans une phrase de Robespierre prononcée à l'Assemblée nationale en 1790 et que j'ai rappelée dans mon livre. Il est de l'intérêt des nations de protéger la nation française parce que c'est de la France que doit partir la liberté et le bonheur du monde. Dès qu'on a dit une phrase de ce genre, n'est-ce pas, on a dépassé complètement toute idée de fédération volontaire, on retombe dans le nationalisme et l'impérialisme, au nom de la liberté. Cela va beaucoup plus loin encore avec d'autres doctrinaires jacobins, comme Anacharsis Clotes, qui a proposé à la Convention une fédération mondiale, avec comme capitale Paris, naturellement, un projet de constitution mondiale dont l'article 1 disait « Il n'y a pas d'autre souverain que le genre humain », et ensuite disant que Paris, étant la première commune du monde,
devait être le point de réunion, le fanal central de la communauté universelle. Sur quoi un dantoniste, Robert, fait repousser ce projet à la Convention en disant, dans un discours qui a été affiché naturellement, laissons aux philosophes, laissons-leur le soin d'examiner l'humanité sous tous les rapports, nous ne sommes pas les représentants du genre humain. Je veux cette espèce d'égoïsme national, je pense que c'est la première fois que l'expression apparaît. On dira plus tard même égoïsme sacré. Égoïsme sacré, c'est exactement ça. Je veux cette espèce d'égoïsme national sans lequel nous trahirons nos devoirs. J'aime tous les hommes, j'aime particulièrement tous les hommes libres, mais j'aime mieux les hommes libres de la France que tous les autres hommes de l'univers. Nous voilà donc avec ces jacobins d'abord, avec ces romantiques après, sur la voie qui conduira à cette confusion durable entre la souveraineté des États et la liberté des personnes. Or, la souveraineté d'une nation et la liberté de ses citoyens, ce sont deux choses qui peuvent très bien aller ensemble et qui peuvent aussi très bien aller séparément. Votre idée, Denis de Rougemont, c'est que notre fédération européenne est nécessaire et urgente parce qu'elle doit donner l'exemple aux jeunes peuples récemment émancipés à l'échelon national. Cela pose la question de la fonction de l'Europe dans le monde. Votre idée, si je vous comprends bien, c'est que nous devons montrer à ces jeunes nations qu'il est possible de dépasser le nationalisme, mais quand il s'agit de cette fonction, pouvons-nous encore l'assumer? Je demande notre prestige qui a été si grand, notre prestige de Français en Europe, notre prestige d'Européens dans le monde. Est-il suffisant? L'Europe n'a-t-elle pas tout manqué? Ah, je me rappelle, vous le citez, l'Europe, dit Paul Valéry, qui avait les moyens d'ordonner à des fins européennes le monde entier, et qui a laissé passer toutes les occasions. Et qui a même exporté, ajoutait Valéry, les moyens de sa puissance, n'est-ce pas, qui se retournent maintenant contre nous. Et oui, les mitrailleuses aux Chinois, Valéry en parle. C'est ça, c'est ça. Et maintenant, peut-être la bombe atomique à tout le monde. C'est pourquoi je disais que la situation est tout de même assez urgente, malgré ces 6 siècles de retard. Après la guerre, quand nous avons lancé le mouvement fédéraliste européen au Congrès de l'Europe à La Haye, par exemple, en 1948, il régnait, il faut bien le dire, dans toute l'intelligentsia européenne, un défaitisme très profond, qui remontait déjà à des livres comme celui de Spengler, écrit en 1912 et 14, avant la Première Guerre, sous ce titre fameux « La décadence de l'Occident ». Tout le monde parlait de la décadence de l'Occident et citait cette petite Europe écrasée entre les deux grands, comme on le disait dès le lendemain de la dernière guerre. C'est-à-dire la petite Europe écrasée entre le grand empire soviétique et le grand empire américain. Il est assez curieux de voir que cette notion d'une petite Europe écrasée entre les deux grands est beaucoup plus ancienne que nous le pensons d'habitude, puisque j'ai trouvé une première prédiction sur le sort de l'Europe entre ces deux grands empires dans une lettre de Melchior Grimm en 1790 adressée à l'impératrice de Russie, où il disait « Madame, 2 empires se partageront tous les avantages de la civilisation, de la puissance, du génie, des lettres, des arts, des armes et de l'industrie, la Russie du côté de l'Orient et l'Amérique devenue libre de nos jours du côté de l'Occident, et nous autres, peuple du noyau, c'est une belle expression, nous serons trop dégradés, trop avilis, pour savoir autrement que par une vague et stupide tradition ce que nous avons été. » Cette prédiction, nous la retrouvons tout au long du XIXe siècle. Sainte-Beuve, par exemple, paraphrasant Thiers, note en 1847 « Il n'y a plus que 2 peuples, la Russie, c'est barbare encore mais c'est grand, l'autre jeunesse, c'est l'Amérique. L'avenir du monde est là, entre ces 2 grands mondes. Ils se heurteront quelques jours et l'on verra lors des luttes
dont le passé ne peut donner aucune idée, du moins pour la masse et le choc physique. Ceci a été en s'aggravant. Il y a la fameuse prédiction de Tocqueville aussi sur l'Europe dont les jours sont comptés, puisque c'est la Russie et l'Amérique qui reprendront le flambeau de la civilisation. Je pense qu'on a atteint le comble de ce pessimisme mondial, en ce qui concerne le rôle de l'Europe, au lendemain de la dernière guerre. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est exact. Et pourquoi, à votre avis? J'ai eu l'occasion dans beaucoup de conférences que je faisais sur le fédéralisme européen de poser la question à brûle-pourpoint à mon auditoire. Combien croyez-vous que nous sommes en Europe entre la Russie et l'Amérique? Quelle est la population? Alors les gens me disaient en général, nous devons être 100 millions, 150 millions, les Russes 400 millions et les Américains 300 millions. Je leur disais, attention, si vous prenez les chiffres des dernières statistiques, les Russes sont 220 millions, les Américains 175 et les Européens à l'ouest du rideau de fer 355 millions. Nous sommes donc plus nombreux en tout, si nous prenons les pays de l'Europe de l'Est, nous sommes 450 millions, nous sommes plus nombreux en Europe que les deux grands additionnés. Et alors, pourquoi est-ce que nous ne le sentons pas? Parce que nous ne jugeons pas en tant qu'Européens, nous jugeons en tant que Français, membres d'une communauté de 45 millions d'habitants, en tant que Suisses, membres d'une communauté de 5 millions, en tant que Belges, etc., nous nous sentons toujours trop petits, comme nation. Ainsi, après avoir pensé français avec un manque de modestie pendant si longtemps, nous penserions maintenant Europe avec tout au contraire quelque chose qui ressemble à un complexe d'infériorité. Oui. Et pourtant... Nullement justifié. Nullement justifié. Et pourtant, il me semble que l'esprit européen avec ses hauts et ses bas n'a jamais péri complètement. N'avons-nous pas vu avant la Première Guerre mondiale, bien sûr des Jaurès et des Viviani, mais un homme comme Lyautey, qui passait pour fort nationaliste, on voit Lyautey dans sa résidence à Rabat quand son attaché de presse en août 1914 lui apporte la dépêche annonçant la déclaration de guerre, et Lyautey s'écrit « Ils sont fous, une guerre franco-allemande, c'est une guerre civile ». C'était une guerre civile, en effet, et ça a été un des grands motifs que nous avons eu dans le mouvement fédéraliste européen au lendemain de la dernière guerre mondiale, d'empêcher toute nouvelle guerre entre la France et l'Allemagne. Ça a été, au fond, dans l'évolution des motifs de fédéralisme européen, le grand motif des années 1948. Ensuite, il y a eu un autre motif qui a joué son rôle pendant 2 ou 3 ans, en tout cas, c'était la crainte de l'impérialisme soviétique. Aujourd'hui, et j'en reviens à ce que nous disions en débutant, le grand motif de fédérer l'Europe, c'est de démontrer au monde qu'une Europe fédérée, une Europe qui n'est plus une simple addition d'États, mais qui est une fédération organique, est la plus grande puissance dans le monde, et une puissance d'avenir et de progrès, puisqu'elle dépasse le nationalisme, créateur de toutes les dernières guerres que nous avons subies. Vous venez d'entendre une interview accordée à Jean Castet par Denis de Rougemont, directeur du Centre européen de la culture, sur son dernier livre « 28 siècles d'Europe », paru récemment à la librairie Payot.